Radio J. Le 10-11, Lise Gutmann. Radio J. Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Et ce matin, nous allons évoquer La rafle du billet vert. C'est un livre de Lior Lallieu qui nous fait l'amitié d'être dans le studio de Radio J et de Jean-Marc Dreyfus, 14 mai 1941. Les photos retrouvées, je montre le livre et c'est paru chez Calman Lévy. C'est absolument passionnant, d'autant plus que jusqu'à il y a peu, cette rafle était finalement connue des familles concernées qui ont réussi à survivre, mais très peu connue du grand public, car il y avait très peu de documents. Et récemment, le mémorial de la Shoah a acquis 98 photos retrouvées par hasard par 2 collectionneurs. Ce reportage inédit détaille les étapes de la première arrestation massive de Juifs à Paris il y a 85 ans. Et c'est la rafle du 14 mai 41. Et c'était la première étape de l'entreprise d'élimination des Juifs dans la France de Vichy. Tout était organisé. Vous commencez, Lior Lallieu, par expliquer un mot très fort qui m'a marqué. C'était une souricière, cette convocation. Vous allez nous expliquer tout cela et vraiment, j'invite tout le monde à se procurer ce livre pour en savoir plus parce que c'est non seulement c'est touchant, mais grâce au texte et à toutes les photos, on comprend la perversité dès le départ de la France de Vichy et la façon dont les choses ont commencé et aussi l'incompréhension de la population juive, puisque vous avez, entre les faits et les photos, vous avez des témoignages. J'ai trouvé ça très fort. Voilà, c'était un peu ce que je ressentais par rapport à ce livre. Alors, Lior Lallieu, vous êtes responsable du service photothèque et audiovisuel du mémorial de la Shoah et vous avez travaillé avec Jean-Marc Dreyfus, historien, spécialiste de la Shoah en France et en Europe de l'Ouest. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, notamment L'affaire Petiot et la Shoah, paru chez Grasset en 2025. Alors, ce livre, comment l'avez-vous conçu? Pourquoi? Mais surtout, quand est-ce que le mémorial a découvert ces photos? Alors, merci Lise de Avec l'invitation. Si je reviens à la source, déjà en 2 mots, qu'est-ce que c'est que cette rafle dite du billet vert que les Juifs parisiens, les Juifs étrangers parisiens connaissent bien parce que c'est dans leur mémoire collective, mais c'est peut-être moins connu du grand public Oui. et même de l'histoire de la persécution des Juifs parce que c'est la première rafle qui a touché donc ces Juifs parisiens et c'est au départ une convocation sous forme de billet vert. Et cette convocation est en fait un piège qui se referme sur les personnes qui vont se rendre à cette convocation. 3700 Juifs étrangers se rendent à cette convocation. 6500 convocations avaient été envoyées entre le 9 et le 13 mai 1941. Et 3700 décident finalement de s'y rendre. Ils se rendent à cette convocation. Les portes se ferment sur eux. Et c'est le début de ce que Henri Bulavko a appelé la tragédie. Ce fut le début de la tragédie. Alors justement, donc ces Juifs, ils étaient d'origine étrangère et on les convoque soi-disant, je dis bien soi-disant, c'est là qu'intervient cette perversité, pour régulariser leurs papiers. Donc il y en a qui se méfient, mais finalement pas beaucoup. Et puis la majorité va y aller en espérant un mieux pour leur famille. C'est exactement ce que vous expliquez. C'est ce qu'on explique, c'est ce que j'explique, parce qu'on a quand même des témoignages. Mais oui. Des femmes et des enfants ont pu survivre, celles qui ont accompagné leur mari, puisque cette convocation, qui est donc nominative, qui s'adresse à une personne en particulier, dit aussi « venez accompagner d'un proche ». Et c'est ce qui se passe. Oui. Les hommes vont venir accompagner d'un proche, et souvent leurs épouses, puisque et les enfants même. Et les enfants, parce que les enfants racontent qu'en fait, ils ne savaient pas où aller, on ne savait pas à qui les confier, donc ils viennent avec leur mère accompagner le père. Pourquoi ? Parce que la moyenne d'âge en fait, de ces hommes est entre 30 et 40 ans. Ce sont des pères de famille.
Et c'est ça aussi la tragédie. Et c'est la dernière partie du livre, c'est la conclusion, on en parlera peut-être tout à l'heure. Oui. Qui va rester une fois les hommes partis, internés, les femmes restent seules avec leurs enfants. Et nous raconte bien plus tard, en fait. Et cette convocation, qui va donc interner 3700 hommes, effectivement, les gens se disent, ces hommes-là se disent, ce sont des juifs étrangers, il s'agit d'une régularisation, je suis légaliste, je suis même patriote, puisque beaucoup étaient des engagés volontaires de la guerre 39-40. Mais oui. S'étaient engagés, étaient démobilisés. Les histoires individuelles sont toutes différentes, mais quand même, c'est un petit peu ce schéma-là. Oui. Et vous en parlez très bien dans le livre. Alors, ils y vont accompagnés avec leur famille. On leur dit d'apporter, je crois, des valises, des petites valises ou des sacs avec de quoi tenir 2 jours. Alors, 2 jours. C'est le deuxième piège. Oui, c'est le deuxième piège, oui. Le premier piège, c'est les gens, ils vont, les comme 3700, ça, voilà. Ils vont comme ça, vraiment très confiants. Les femmes rentrent avec les hommes, et c'est ce qu'on voit sur les photos. Les femmes sont présentes. Et jusqu'à présent, on n'avait pas compris non plus ce qui s'était vraiment passé. Oui. Le modus operandi, c'est pas très clair. Les femmes rentrent et on leur demande de ressortir et de ramener une petite valise. Ne vous inquiétez pas, il y en a pour 2 jours. Donc c'est le deuxième piège. Elles repartent. Et on les voit revenir sur les photos, mais quand elles reviennent, les portes sont à ce moment-là fermées. On Les prend hommes- juste les valises et hop. Exactement. Et on le voit très bien, donc sur les 98 photos que vous avez citées, Lise, on voit toutes ces scènes-là de ces femmes qui reviennent et qui voient les portes closes et des policiers français devant les portes qui les empêchent de passer. Apparemment, il n'y avait pas un seul Allemand. Hein. Alors si, Si, il y en puisque avait. la première photo du reportage, c'est Théodore Dannecker Oui, en personne. il y en avait un. Voilà. Et il y en avait. Enfin, c'était sans pas doute la d'autres. Gestapo qui faisait la rafle, c'était la police française, il me semble. C'est la police française qui exécute la rafle. Voilà. Mais la Gestapo, les soldats allemands ne sont pas loin, puisque ce jour du 14 mai 1941 est convoqué donc les juifs parisiens, étrangers, mais aussi la presse et aussi les photographes. Et donc il y a d'autres photos de cette rafle qu'on connaissait, une vingtaine à peu près. C'est une des seules rafles qui avait été effectivement organisée aussi avec de la propagande, donc de la photographie de la presse. Donc quelques photos sont parues et d'autres étaient dans les agences photo collaborationnistes que Serge Klarsfeld a retrouvées dès les années 90. Donc, mais de propagande. Les photos de propagande de cette époque sont là pour humilier les Juifs ou montrer que la rafle se passe très bien. Et sur ces photos-là, connues, il y a des Allemands. Mais ce ne sont pas les photos que nous avons découvertes et Alors, dont on parle dans le livre. Justement, comment les avez-vous découvertes? Qui avait ces photos et pourquoi si tard? Je crois que c'est dans les années 2000 qu'on vous les a Alors, apportées, C'est apparemment. C'est encore plus récent que C'est encore ça, plus récent. puisque c'est 2020. 2020. 2020. hein, Juste oui. après le Covid, des collectionneurs. Donc, effectivement, vous l'avez souligné, je m'occupe de la photothèque. Donc, et aussi, il y a une grosse part de l'activité qui est de faire des acquisitions Oui. de photos. Et donc, il y a une partie des acquisitions qui se passe du côté des collectionneurs. Et ces collectionneurs, en plein Covid, me demandent à me voir et je leur dis, je peux pas, je sais pas du tout ce qu'ils veulent. En plus, je les fais patienter et finalement, je les reçois en septembre 2020. Et là, ils me présentent 5 planches contact avec le déroulé complet de la rafle du billet vert. Ah ouais, ça a dû vous faire, mais halluciner. Là, En tant qu'historienne, enfin, vous imaginez, c'était sur un plateau d'argent. Là, c'est un plateau d'argent, c'est un trésor. Vous êtes dans une émotion double en train de se dire j'ai quelque chose sous les yeux que je ne dois pas faire partir, puisque les collectionneurs ne sont pas là pour vous donner les choses. Oui. Je ne dois pas les faire partir, faut que ça reste au mémorial. C'est inestimable, puisque en effet, dans ma carrière et dans celle de bien d'autres avant moi, les photos de la persécution des Juifs de France sont extrêmement rares. Et Mais d'un oui. coup, d'un seul, 98 photos qui montrent Incroyable. tout. Ah ouais, ça fait un choc. Hein. Et alors, justement, qui étaient ces collectionneurs? Alors, On ce a le droit d'en parler? Oui, on en parle et j'en parle largement dans le livre. Au début, ils ont souhaité l'anonymat, puis finalement, ils se sont pris au jeu. Et en fait, un d'entre eux s'appelle Jean-Baptiste Ordas, est un historien passionné qui écrit des livres. Donc, ça a du sens de dire son nom. C'est un spécialiste de la Paris occupé
qui a écrit Les lieux de Paris occupé. Donc, c'est quelqu'un qui collectionne depuis des années des photos, toutes sortes de documents sur le Paris allemand occupé. Et l'autre s'appelle Gilles Bourdeau, pardon. Et lui aussi est un passionné d'histoire. Donc, ils avaient déjà, ils avaient expertisé les photos eux aussi, ce que les autres n'avaient pas fait. Cette histoire de photos réapparues reste en fait une énigme, puisque ces collectionneurs font l'acquisition de planches contact. Les planches contact, vous savez, c'est à partir de là qu'on développait les photos autrefois. Exactement. C'est le premier tirage du photographe. Oui. Le photographe prend des photos, une pellicule, il tire de son négatif des planches contact, et à partir de là, il va en faire des tirages. Et eux, ils acquièrent 214 planches contact de l'occupation à Paris, qui montrent des chars, des Allemands, les Champs-Élysées, des soldats allemands qui défilent, enfin des photos assez classiques. Et en dessous de ces planches contact, les 5 qui nous concernent. Et donc moi, je pense que personne n'a vu, en fait. Pendant des années, ces planches contact, on ne sait pas où elles ont été retrouvées, certainement à la Libération, dans un placard, laissé par la propagande allemande. Passer de collectionneur en collectionneur, de foire en foire, et arriver à nos collectionneurs. Eux, ils voient immédiatement l'intérêt extraordinaire de ces images, et ils n'ont de cesse de taper à la porte du mémorial pour dire ça vous concerne. Et voilà. Donc, c'est incroyable. Merci à eux. Merci beaucoup à eux pour ce travail de mémoire. C'est juste incroyable. Alors, le livre est passionnant de la première à la dernière page. Quelles sont les photos, vous, Lior Lallieu, qui vous ont le plus frappé ? Alors, dans ce travail où vous recevez donc des planches contact, c'est-à-dire des photos qui sont minuscules, c'est des photos qui font 3 cm, la première étape, c'est donc de les numériser et de commencer à les regarder. Et là, c'est une surprise parce que effectivement, de photo en photo, on voit que ce photographe a fait une autre mission que photographier, tout simplement. Sa mission est une mission de propagande. Donc lui, c'est l'enquête qui nous le dit, il s'agit d'un photographe allemand, de la Propaganda Compagnie. Donc tout ça, on le raconte dans le livre, comment on arrive non seulement à connaître son identité, ce qu'il a fait et ce qu'il est devenu, ce photographe qui s'appelle Harry Kroner. Et sa mission est de documenter la rafle en disant tout se passe parfaitement, voilà les juifs, voilà les policiers français, les soldats allemands, tout est dans l'ordre. Or lui, il fait ça, c'est-à-dire qu'on a des photos qui sont effectivement bien cadrées, bien administrées, la rafle, elle se passe très bien. Et puis, il dévie son objectif et il nous montre autre chose. Et ce qu'il nous montre, c'est des photos, qu'on n'avait jamais vues. Ce sont les familles dont on a parlé tout à l'heure qui accompagnent les enfants, et on voit dans les regards la perplexité. Donc il y a 3-4 images comme ça. Ils comprennent pas. Ouais. Ils comprennent pas. On le voit très bien dans le livre. Oui. Les visages sont en plus parfaitement reconnaissables. Et puis il y a cette photo qu'on a choisie parce que par ailleurs, ces photos sont visibles au Mémorial de la Shoah dans une exposition. Oui, ça, faut le dire. Il y a le livre et il y a l'expo. Je ne l'ai pas dit, excusez-moi, mais c'est très important. Voilà, ça va ensemble, en effet, et ça permet de comprendre. Et donc, il y a cette photo extraordinaire qui est la séparation d'un couple qui s'embrasse. Et donc, sur 2 photos, la première, on voit des policiers tenter de les séparer, et la photo qui suit, on les voit s'embrasser. Et là, c'est d'une modernité extraordinaire, et donc on est entre qu'est-ce qu'il a fait ce photographe ? Est-ce qu'il a voulu esthétiser ? Est-ce qu'il a voulu laisser un témoignage ? Est-ce qu'il a été touché ? Moi, j'opterais pour le fait qu'il a été touché, mais bon, moi aussi. Tout simplement. Peut-être certains historiens vous diront c'est très esthétique. Non. Non, c'est pas spécialement, la photo est pas... mais c'est symbolique. Oui. Et on voit les policiers qui tournent la tête. Vers le photographe. Exactement. Qui se demande pourquoi il prend ça en photo, ce couple en train de se séparer et de s'embrasser. C'est quand même très, très, très fort. Alors, ces hommes qui ont été piégés dans cette souricière, entre guillemets, comme vous l'exprimez, c'est eux qui ont inauguré, entre guillemets, les camps du Loiret, qui n'étaient pas prêts du tout à les recevoir dans des conditions assez atroces. C'est ça, parce qu'effectivement, ce reportage commence le 14 mai 1941, donc avec ce qu'on vient de dire, la convocation, la séparation des familles. Les Juifs sont transférés
à la gare d'Austerlitz. Là, retrouve d'autres juifs qui, eux, avaient été arrêtés dans d'autres centres de rassemblement, puisqu'il y en a à peu près 70 à Paris. Les photos concernent le gymnase Japy, qui est un des plus grands centres de rassemblement. Et d'ailleurs, ça a du sens, puisque vous savez que dans le 11e arrondissement, où le gymnase Japy existe toujours, exactement le même en plus, et c'est assez troublant. C'est pour ça que j'ai un peu de mal à passer quand je passe devant. Mais bon, voilà, ça y est, c'est dit. Et donc, le photographe, il fait son travail de photographe de la Propaganda Company. Il s'arrête. Sur les photos, on voit d'autres choses qui sont terrifiantes d'ailleurs, puisque c'est sur la même pellicule de la rafle du billet vert, on voit le stand de tir de Ballard pour lequel on n'avait jamais vu de photo. Donc jamais. C'est en plus quelque chose de fou. Puisque le stand de Ballard, et là je fais plein de parenthèses dans tout ce que je raconte, mais c'est un lieu terrible pour les résistants qui vont y perdre la vie sous des tortures, etc. Et ce sont les images qu'on voit, c'est les entraînements des soldats allemands à ce stand de tir de Ballard qui sera découvert que à la Libération. Et puis continue sa pellicule, puisque le soir, il a une petite fête de nazis où on les voit avec des femmes en civil et on ne sait pas encore exactement qui sont ces personnes, sauf qu'on a déterminé récemment le chef de la propagande allemande en France, qui est sur ces photos. Et 2 jours après, il manque une planche contact. Oui. Qui n'a jamais été retrouvée à ce jour. On la cherche, on lance l'appel. Hein. Voilà, allez. C'est la numéro 185. Et on passe à la 186, donc on ne sait pas ce qu'il y a sur cette planche contact. La 186, c'est Pithiviers et Bonne-la-Rolande. Alors justement, il y a des photos incroyables de ces hommes sur les quais de la gare, prêts à rentrer dans les trains, c'est quand même dingue. Et puis Bonne-la-Rolande, ils sont il y a des photos aussi, on voit des châles de prière, ça m'a marqué. Ils sont sur des espèces de chalits sur lesquels il y a de la paille, sans rien pour les accueillir comme des animaux. Et puis, il y a une photo, qui a été manipulée et qui m'a beaucoup marqué. C'est la photo où on voit, alors ça a été repris par un journal français, où on voit un juif en train de tenir du pain à l'intérieur de Bonne-la-Rolande. Et en fait, cette image fait partie d'une photo qui a été un peu tronquée. Et c'est une photo de propagande. Oui, alors effectivement, c'est cette photo-là. Là, dans le livre, j'explique à quoi servent les photos de propagande et comment elles vont être utilisées. Tout à fait. Remanipulées. Et donc, dans le livre, je mets la photo d'origine et comment la photo est parue dans la presse et ce qui est dit de la photo. Les Juifs font du camping. Et quand on voit la photo en entier, évidemment, c'est absolument pas ce qu'on voit, mais on peut, vous savez bien, dans ce monde de l'image, on peut faire dire tout ce qu'on veut aux photographies. Et dans ce monde-là de la propagande collaborationniste, antisémite, un antisémitisme d'État, il faut le rappeler. C'est l'État français qui met en place cette rafle. Et ces Juifs sont arrêtés parce qu'ils se sont fait recenser juste avant. Et on sait où ils habitent. Donc c'est tout un processus qui commence dès octobre 1940 et qui ne fait que continuer jusqu'à la libération. Donc cette photo, elle est intéressante parce que quand on voit le début, quand on voit le verso aussi de la photo avec sa légende antisémite, mais oui, puisque les photos de presse qui sortent à ce moment-là, elles ne sont faites que pour la collaboration. Que pour la collaboration, bien sûr. Donc c'est un exemple. Mais les photos de Harry Kroner n'ont jamais été publiées. Elles se retrouvent, une dizaine d'entre elles ont été tirées. On ne sait pas pourquoi elles se retrouvent à Amsterdam. C'est là qu'elles sont, les tirages. Et qu'est-ce qu'il est devenu, ce photographe ? Alors, c'est toute une histoire aussi. Parce que donc, une fois qu'on a déterminé qu'il s'agit bien d'Harry Kroner et qu'on est sûr qu'il s'agit d'Harry Kroner, on googleise Harry Kroner. Et Harry Kroner, sa biographie commence en 1947. Avant, on ne sait pas qui c'est. En 1947, Harry Kroner devient un des plus grands photographes de Berlin. Il est extrêmement connu. C'est le photographe qui va photographier de Kennedy, Marilyn Monroe, Marlène Dietrich, tous les plus grands. Et il laisse, avant son décès, qui est quand même en 1992,
1 500 000 négatifs et photographies au musée de la ville de Berlin. C'est quelqu'un de très connu et un immense photographe à Berlin. Mais avant 1947, rien. Rien. Incroyable. Et Donc, il était en France et il photographiait les Juifs en train d'être raflés. Voilà. Hein. C'est incroyable. C'est incroyable. Et, donc... et est-ce que vous avez pu communiquer tout cela à Berlin pour qu'ils arrêtent peut-être de le mettre un peu en avant, non? Alors évidemment, la première chose... Enfin, je dis ça... L'enquête, elle se poursuit en fait. Donc effectivement, j'appelle la conservatrice qui tombe de sa chaise, comme moi j'étais tombée de ma chaise, chacun son tour, et qui va rectifier la biographie et qui commence elle-même à chercher. Et il y a par exemple des photographies intitulées Moulin Rouge Paris 1947. Or, c'est des photos qui ont été prises en 1941. Donc lui-même, il a manipulé tout ça. Ah oui. Il n'a rien dit, il a manipulé. Mais après, on travaille sur la généalogie de Harry Kroner pour en savoir plus. Bien sûr. Harry Kroner est inscrit à la communauté juive de Berlin. Il fait partie de la communauté juive de Berlin. En 1935, il essaye d'être radié, ça ne marche pas. Son père est juif, sa mère est convertie, non juive est convertie. Sa mère réussit à sortir des radars, son père non, qui va être arrêté. Et parce que juif de père et de mère, Harry Kroner est demi-juif, la terminologie nazie. Mmh. Et là, c'est les articles de Jean-Marc Dreyfus, qui est un spécialiste justement de ces catégories de juifs qui sont extrêmement complexes et qui ne sont pas les mêmes dans toute l'Europe. En France, c'est encore autre chose. C'est plus dur en France qu'en Allemagne. En Allemagne, vous êtes demi-juif, vous avez encore des droits. Et notamment, vous êtes mobilisé. Donc lui, il est mobilisé sous l'uniforme de la Wehrmacht en 1940. Et c'est comme ça qu'il intègre en tant que photographe, parce que par ailleurs c'est un photographe, les unités de la propagande allemande. Ça peut expliquer peut-être, je mets plein de dièses et de bémols, la compassion qu'il a pour ce couple qui s'embrasse. Ça interroge. On est entièrement d'accord, ça interroge. Écoutez, un livre incroyable à découvrir, avec tous ces documents qu'on aura mis du temps à avoir. Il y a encore des choses à découvrir. Moi, je vous invite à aller au mémorial de la Shoah pour voir l'expo et à vous procurer le livre La rafle du billet vert, Lior Lallieu, Jean-Marc Dreyfus, 14 mai 41, les photos retrouvées, paru chez Kalman Levy. Lior Lallieu, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Quand vous avez des choses à nous annoncer, des découvertes, vous êtes la bienvenue dans le studio de Radio J. Je vous souhaite encore beaucoup de découvertes de ce type pour vous-même et pour notre mémoire collective. Merci à vous. Au revoir. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Victor Vince, directeur général du MDA France. Quand les sirènes retentissent en Israël, chaque seconde compte. Le Magen David Adom est là, toujours. Ambulance, secours, banque du sang, jour et nuit, nos équipes sauvent des vies, même sous le feu. Aujourd'hui,